Ce globe-trotteur originaire de Chicoutimi vient de rentrer au bercail après des années à l'étranger comme journaliste indépendant et travailleur humanitaire. Il a collaboré à plusieurs médias prestigieux, vécu au Pakistan, au Nigeria, au Yémen et en Jordanie, d'où il gérait récemment un programme alimentaire. Depuis janvier, il vulgarise dans des vidéos publiées sur son compte Instagram l'actualité internationale qui ne manque pas de rebondissements. Comme il reste jamais longtemps en place, on l'a accroché au passage pour prendre des nouvelles. Salut, Jasmin Lavoie. Salut, Hugo Meunier. Est-ce que c'était tout vrai, ça? Oui, pas mal. Je sais pas si je gérais le programme alimentaire mondial, mais je gérais au moins les communications. Parce que c'est quand même énorme, là. C'était 1 milliard le budget. On était 800. Puis tu gérais une équipe, j'ai entendu oui, en entrevue. Ouais. OK. À ce moment-là, je gérais 20 personnes. Je gérais le petit bureau qu'on avait à Amman, mais je gérais aussi toute l'équipe de communication au Yémen. As-tu aimé ça, faire ça? Sérieusement, c'était super intéressant. C'était comme... En fait, c'est que c'est énorme, là. C'est une des plus grandes réponses humanitaires au monde, au Yémen. Moi, j'étais basé en Jordanie parce qu'on avait un bureau satellite là-bas. Puis aussi, j'avais vécu au Yémen avant, là, fait que j'étais comme un peu fatigué du Yémen. Mais oui, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai juste... Évidemment, après un moment, je me lasse un peu aussi des contextes. Fait que j'étais comme, je vais aller ailleurs. Fait que je suis parti au Congo après ça. Là, puis en tout cas. Mais c'est super intéressant de comprendre comment fonctionne une réponse humanitaire. Je trouvais que quand j'étais en journalisme, c'était comme un peu compliqué, pareil, de faire des liens aussi avec ce qui se passe à l'extérieur dans d'autres milieux, comme le monde humanitaire. Puis là, je l'ai comme vécu un peu de l'intérieur. Puis, tu sais, au plus fort de la crise, là, chez les outils, c'est ça. Oui, puis c'est intéressant comme chapeau. Tu sais, mettons, ici, en journaliste, souvent, les gens de l'autre bord, on parle des gens des communications. Fait que quand tu es un correspondant à l'étranger, les gens de l'autre bord, souvent, c'est des coopérants internationaux, des agences, des organismes comme Médecins sans frontières. Fait que ça te permet de voir un peu comment se fait la job dans ces places-là. C'est ça. Puis, tu sais, en même temps, je faisais pas des communications pour une pétrolière. Tu sais, j'étais dans la réponse humanitaire, puis j'étais dans des endroits souvent où il y a très, très peu de journalistes, voire zéro journaliste étranger qui ont accès à ça, entre autres à Sanaa, au Yémen. Donc, tu sais, je trouvais aussi qu'il y avait quand même une mission, là, c'est pas de l'information au sens brut, indépendant, mais l'idée, ça reste de parler de la réponse humanitaire, parler des besoins des gens là-bas, qu'est-ce qui se passe, puis aussi des fois alerter sur d'autres enjeux plus larges, je trouve, dans le pays. T'sais. As-tu l'impression de faire une différence quand tu fais ça? Je me demande tout le temps. Non. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que l'idée, c'est de travailler dans le bon sens de l'histoire, mais t'es vraiment comme une fourmi dans une fourmilière. Là, comme je te disais, pour le programme alimentaire mondial, on était, je pense, 800. Souvent, ce qui était bien, c'est que comme travailleur international, surtout quand tu fais des communications, tu es au sein du leadership, fait que tu as quand même accès à ce qui se passe, puis aux décisions qui sont prises, puis tu as comme un portrait qui est comme plus global de ce qui se passe. Par contre, tu es interchangeable, puis surtout dans des grandes organisations, surtout comme les Nations Unies. Tu sais, avant ça, j'avais fait une ONG qui s'appelle Norwegian Refugee Council. Ça, c'est plus petit. J'avoue que tu as quand même un peu plus d'impact sur le récit de ton ONG. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais les Nations Unies, c'est tellement une organisation qui est là depuis longtemps, que les principes sont clairs, puis tu peux pas vraiment trop déroger de ça. Mais j'ai adoré ça, par contre. J'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue personnel. C'est ça. Mais non, j'ai pas eu l'impression de changer le monde. Là. Non, ça va pas moins mal au Yémen aujourd'hui. C'est une crise sans précédent. Je pense que c'est un tiers des personnes qui souscrivent à de l'aide internationale, de l'aide alimentaire. Exact, Mais j'imagine qu'il faut que tu changes ton mindset puis tu te dis, regarde, moi, je fais ce que je peux concrètement au quotidien, mettons. C'est ça, j'en retire ce que je peux aussi. Puis, tu sais, moi, mon expérience à l'international, c'est presque, je pense, 8 ans, là, mais au cours des 10 dernières années, là, j'étais revenu à un moment, mais c'est surtout du journalisme, après ça, de l'humanitaire. Pour des ONG, puis ensuite pour le Programme alimentaire mondial, donc les Nations Unies. Puis j'ai fini ça cette année avec une mission de paix avec les Casques Bleus, qui est comme une autre affaire au sein des Nations Unies. Moi, je pensais que c'était la même affaire, mais c'est-à-dire qu'au début, là, justement, quand je faisais du journalisme, je me disais, ben ça, c'est les Nations Unies, puis c'est comme une grosse affaire, puis bon, ils fonctionnent probablement tous ensemble, mais en fait, plus tu vas au cœur de ça, plus tu réalises que c'est 20 000 affaires qui fonctionnent différemment. Tu sais,
les humanitaires, puis les missions de paix, puis après ça, tu as les missions politiques, puis après ça, tu as le Conseil de sécurité. C'est des affaires qui comme fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Puis ce qui se rend à nos oreilles souvent, c'est juste les trucs qu'ont fait les médias, le Rwanda, l'inaction des casques bleus, mais on ne sait pas ce qu'ils font concrètement. En fait, tu m'apprends que les casques bleus sont encore déployés. Oui, c'est ça. Il y a encore comme, je pense, 10 missions de paix. Je veux pas, faudrait me fact-checker là-dessus, mais c'est environ ça parce qu'aussi, en ce moment, il y en a beaucoup qui ferment. Ouais. Mais il en reste, la plupart sont en Afrique, mais il y en a aussi, il y en a une, celle au Liban est sur le point de fermer, celle en Irak est sur le point de fermer, mais il y en a au Soudan du Sud, il y en a en Centrafrique, il y en a au Congo, il y en avait une en Somalie qui est aussi en train de fermer. Donc, il y en a encore à certains endroits dans le monde. Mais ouais, donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis aussi, souvent, tu vois, dans le discours, dans le récit médiatique, on va parler juste des Nations Unies. Mais par exemple, il y a des envoyés spéciaux des Nations Unies dans un pays. C'est des gens qui ne sont pas payés, c'est des experts qui viennent, ils ont des per diem, là, mais c'est tout, et puis qui doivent comme donner un peu leur opinion puis leur avis sur une situation dans le pays. Mettons, on a un envoyé spécial à Gaza. Qui est comme une personne neutre. Oui, mais indépendante aussi. C'est-à-dire que personne aux Nations Unies, après, va revoir ce qu'elle va dire, je pense. En tout cas, ou s'il y a des gens... clairement, elle a le mot final sur ce qu'elle va dire ensuite dans son rapport. Mais une fois que c'est dans les médias, c'est les Nations Unies disent que... Mais c'est pas Guterres, puis c'est pas son bureau qui décide de ce qu'elle va dire dans son rapport. C'est comme un autre truc, c'est des missions d'experts indépendants qu'on appelle dans certains contextes, dans certains pays, pour regarder, par exemple, violation des droits de l'homme, qui ont comme ils disent en France, mais droits humains ici. Mais aussi, ça va être d'autres choses. Regarder si le cessez-le-feu est respecté, des choses comme ça. Fait, ça, je trouve ça comme... On n'en parle pas beaucoup aussi parce que justement, ça va être les Nations Unies, mais encore là, ça revient à ce que je te disais tantôt. Des fois, c'est Guterres qui va avoir une position super modérée sur un truc, puis des fois, ça va être un expert ou une experte indépendante qui va arriver puis qui va être beaucoup plus militante, par exemple. Oui, c'est ça. Puis quand tu es dans le pays, ben ça a des implications vraiment différentes, tu sais, parce que la position, par exemple, de OHCHR, qui est la section des droits de l'homme des Nations Unies, ben ils sont beaucoup plus revendicateurs, par exemple, que le Programme alimentaire mondial, qui, lui, est plus dans une démarche, nous, on rentre dans un pays, on est des humanitaires, on nourrit le monde, puis la politique, on décide de faire avec, mais c'est ça, c'est ça. Bon, on a comme... on est parti loin. Pour les Nations Unies, excuse-moi. Là. Avant de continuer, je vais juste assumer, parce que je suis un apôtre de la transparence maintenant, Jasmin, qu'on a travaillé ensemble à la presse. C'est vrai. On a couvert des événements ensemble. Donc, on se connaît. Fait que c'est pour ça. Donc, on est en conflit d'intérêts un peu. J'ai un parti pris pour toi. Fait que ça sera pas l'entrevue la plus corsée de ta carrière. En même temps, t'as pas vraiment de squelette dans ton placard, sauf peut-être une couverture à Ottawa avec moi, mais on s'en est très bien sorti, finalement. Ça s'en est bien sorti, heureusement. On raconte-tu ça? Ou on peut. Moi, ça me dérange pas parce que c'est drôle maintenant, mais c'est... C'est drôle maintenant. Puis aussi, moi, je peux me dédouaner plus facilement parce que j'étais un jeune journaliste à l'époque. C'est moi qui aurais dû être l'adulte responsable. Mais on couvrait quoi? On couvrait un attentat terroriste. C'est un attentat terroriste au Parlement. Je vais le faire rapidement, là. Ouais. Et Anderson Cooper était là. Donc, ça fait quand même quasiment peut-être à peu près 10 ans. Sûrement un peu plus que 10 ans. Ouais. Donc, quelqu'un qui s'est fait tirer dans le Parlement. Ouais. C'est le gros déploiement. La ville est en lockdown. La ville est en lockdown. Des médias étrangers, dont Anderson Cooper, qui doit être une idole pour toi, mais qui est une idole pour pas mal tous les journalistes. Ouais. Mais il est dans la ville et nous, on se lance dans la très bonne idée d'aller chercher un selfie avec. Une fois qu'on a fini notre travail, là, il faut dire. On avait bien travaillé, mais on s'est dit ça serait bon de rencontrer. Tu sais, c'est pas si pire finalement notre crime. On va rencontrer le gars puis on prend une photo avec. Et on n'a pas réussi à le trouver, heureusement, parce que le lendemain, il crucifiait sur le web quelqu'un qui avait fait ça. Puis il avait filmé il avait filmé sa réaction en disant « Tu penses que c'est la place, il y a quelqu'un qui vient de mourir, tu t'en viens chercher des selfies, t'as pas honte. » Et ce journaliste-là a eu de l'air fou avec un F majuscule, alors ça aurait pu être nous. Ouais. Et je pense que ça aurait été coûteux pour notre crédibilité et ta carrière. Tu sais, toi, tu commençais. Aussi. Ben moi, je pense que ma crédibilité était déjà moindre, mais toi, tu sais, tu serais parti avec une popée strike. C'était pas notre meilleur, mais des fois, la vie nous rend service. Je pense que oui. Pour vrai, moi, j'ai appris des affaires cette journée-là, là, sur le jugement, puis bon. On a appris. N'en parlons plus. Ouais, c'est ça. C'est derrière nous. C'est quoi ton background, toi, Jasmin?
C'est-à-dire que moi, je viens du milieu du sport. Et c'est comme ça que je le commence, là, parce que, mettons, quand tu me poses cette question-là, c'est de même que j'ai envie de partir, parce que c'est comme ça un peu que je vois aussi la vie. C'est-à-dire, peut-être aussi un peu dans la performance, là, ça c'est le mauvais côté, mais surtout dans l'idée où il faut travailler, puis c'est toi qui es comme maître un peu de ta destinée. C'est-à-dire que si tu réussis, c'est en partie grâce à toi, pas juste, mais quand même, mais c'est aussi quand tu as des échecs, c'est aussi de ta faute, puis il faut se regarder dans le miroir, puis c'est comme ça que la discipline, l'esprit compétitif, tout ça. Oui, ça, je l'ai perdu un peu avec le temps, par exemple. Okay. C'est-à-dire que j'ai essayé, je pense que c'est comme un travail qu'il faut faire sur soi aussi, là, mais c'est l'idée de tu sais, évidemment, tu es juste en compétition avec toi-même dans la vie, là, plus qu'avec les autres, parce que sinon, tu perds toujours. Mais donc, c'est comme ça que je le pars. Après, c'est ça. Une fois que j'ai échoué dans cette carrière-là, parce que moi, je voulais aller aux Jeux olympiques en patinage de vitesse courte piste, pas un franc succès. T'étais un gars de Chicoutimi. T'as grandi là-bas. Un sport national, là-bas. Donc, fait que, tu sais, j'étais pas mal, là. J'étais comme très bon, mais le poche parmi les très bons. Fait que je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, c'était pas assez pour aller aux Jeux olympiques. Fait que j'ai décidé de prendre une autre tangente, une autre direction. Puis là, c'est là que je me suis mis au journalisme. Puis j'ai adoré ça. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés à la presse, d'ailleurs. Et dis-moi si je me trompe, tu as refusé une job permanente avec un très beau fonds de pension à la presse pour partir, donc en journalisme indépendant. Je sais que tu regrettes pas, mais quand même, tu sais, à un âge où les gens disaient oui à ces affaires-là. Pourquoi? En fait, je me souviens très bien de ce moment-là. J'ai été accepté dans une maîtrise en journalisme d'enquête à Londres. Puis, on m'a offert de rester là comme pour toujours. Puis, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est que j'ai regardé les gens qui avaient comme 10, 15 ans de plus que moi dans la salle de rédaction, puis je me suis demandé, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'être dans 5 à 10 ans? Ça, c'était des gens comme moi qui avaient de la blasée, gros, tu sais, embourgeoisé. Non, mais tout le monde, pour vrai, tout le monde fait ses choix, puis c'est bien correct. C'est juste que moi, j'avais envie C'était pas pour plus. Toi. C'est ça. C'était juste pas pour moi. J'avais comme... Je suis plus drivé par l'aventure, par l'inconnu, puis j'essaie de partir de mon ressenti, puis mon ressenti disait « pars, puis c'est pas grave, tu te planteras, puis c'est tout. » À ce moment-là, t'es un jeune Jasmin qui a pas non plus fait le tour de grand-chose. Fait que là, c'est quoi ton background de voyageur à ce moment-là? J'avais voyagé un peu parce que, heureusement, j'ai comme 2 frères qui ont vécu à l'étranger, donc je suis allé les voir un peu. Tu sais, mon frère, j'étais allé le voir, je pense que... Non, j'étais pas encore allé en Inde, mais en tout cas, j'avais fait quelques pays quand même comme ça, en Europe. J'avais vécu un mois seul au Costa Rica à 17 ans pour apprendre l'espagnol, des choses de même. Sauf que c'était la première fois que je partais vivre à l'étranger, puis c'est quelque chose que je valorise beaucoup. J'ai toujours valorisé, c'est-à-dire vivre quelque part. Tu le sais, là, tu as vécu aussi en Inde. C'est pas la même game si tu restes 2 semaines dans un pays qu'un an. Au début, tu as l'impression de pouvoir écrire un livre, puis à la fin, même pas une phrase. Quand tu es allé, c'était à Islamabad au début? Oui, c'est-à-dire que j'ai fait Londres, j'ai fait ma maîtrise, puis ensuite, j'ai été choisi comme correspondant. À l'époque, c'était France 24, puis Arte aussi au Pakistan. J'ai fait ça pendant 1 an. Quand même. Ouais. J'ai couvert un peu aussi l'Afghanistan de biais. Là. J'y suis allé 2 fois. Mais ça te permet de casser des préjugés parce que je t'ai entendu en entrevue dire qu'au Pakistan, je pense que c'est un des accueils qui est plus chaleureux que tu as eu, alors que de l'extérieur, c'est une poudrière avec l'Inde, ça brasse, puis le Cachemire, ça peut péter n'importe quand, mais finalement, quand tu y vas, c'est un beau pays. Ben oui, puis c'est la même chose du Yémen. Hein? Le Yémen, de l'extérieur, c'est guerre civile, bombes. Va pas là. Mais évidemment, une fois que tu es là-bas, c'est des gens qui veulent juste, ils n'ont rien, puis ils t'invitent à manger, puis c'est toutes les choses qu'on n'imagine pas d'une culture qui finalement sont là, parce que finalement, on a un portrait qui est tellement... j'ai envie de dire singulier d'un pays qui est comme caricatural. Puis c'est normal, hein, je comprends, parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser à toutes les crises tout le temps. On a un time span qui est de plus en plus limité en plus. Donc ça, je le comprends, mais évidemment, quand tu vas là-bas, tu vois toutes les couches aussi d'une culture. Puis ça, pour moi, c'est un grand cadeau que la vie m'a offert. Je pensais jamais pouvoir vivre dans autant de cultures, dans autant de pays, aussi vite dans ma vie. C'est quoi, Jasmin, notre réputation dans le monde, notre cliché? On passe comment pour les Pakistanais? C'est ça dépend parce que je trouve que dans la francophonie, il y a des référents.
Tout le monde a de la famille au Québec. Là. Quand j'arrive de Kinshasa où j'ai vécu 13 mois, ben là-bas, tout le monde a un cousin, un frère, une sœur à Montréal ou à Ottawa. Beaucoup à Gatineau d'ailleurs, très surpris de ça. C'est bizarre. À Maine, c'était I have a cousin in Toronto. Ouais, Looking is free. C'est ça. C'était la porte d'entrée pour aller chez les commerçants. Oui, ben à Pakistan, même chose. C'est plus Toronto. L'immigration, elle se fait aussi en fonction de la langue. Donc, il y a pas vraiment de connaissance du Québec, je trouve, au Pakistan, mais au Congo, beaucoup plus. Fait que ça dépend. Mais je pense qu'en général, on a beaucoup d'outils comme Québécois pour réussir à l'international. Moi, une chose que j'aime beaucoup, entre autres, c'est notre flexibilité mentale, parce qu'on n'est pas un ancien empire. On n'arrive pas non plus avec nos grands sabots, en disant, nous, on connaît tout de toutes les cultures, puis on est là, puis on n'a pas ça en nous. On n'est pas chiant. Je trouve pas. Ouais. Puis, tu sais, j'ai quand même travaillé dans plusieurs organisations internationales, donc avec énormément de cultures. Puis, t'as des cultures qui clashent un peu plus avec les autres, tu sais, qui sont moins acceptées par d'autres. Ouais. Puis nous, c'est en général, en tout cas, je trouve que les Québécois que j'ai rencontrés, c'est des gens qui étaient très bien acceptés dans ces organisations-là. Puis juste un truc qu'on oublie souvent, qu'on a, qui nous permet de retrouver le Québécois dans la foule, là, nom de famille. Les gens, on est comme la seule culture au monde que je connaisse qui a des noms de famille doublés, tu sais, de par le mouvement féministe des années 60-70. Mais tu sais, quand tu es aux Nations Unies, puis là, tu regardes les noms de famille, tu dis, peut-être un Québécois, lui. Ben oui, quand il s'appelle Tremblay-Champagne, tu le sais que c'est un Québécois. Intéressant, j'avais pas vu ça de même. Ouais. Il fut un temps où on était les bons vivants, les gentils, les gens, tu sais, un peu comme des bons buveurs, sympathiques. Je sais que sous l'ère Harper, les gens craignaient qu'on avait mauvaise presse, tout ça. Aujourd'hui, en 2025-26, on est-tu encore cool à l'échelle internationale? Bien, je pense qu'il y a le repli migratoire là, qu'on voit, ou le recul. Je pense qu'il se sent aussi à l'étranger. Ceci dit, tu vois, encore là, à Kinshasa où j'étais, il y avait des banderoles immigrés au Canada, aux États-Unis. C'est des arnaques, là, la plupart du temps. Là, c'est un peu mal fait, mais il y a encore ce rêve canadien-là qui est vendu là-bas. En 2000, c'est vrai que ça fait quand même quelques années, là, mais en 2019, quand j'étais au Nigeria, j'ai aussi assisté à une journée de rencontre avec un spécialiste de l'immigration. C'était pas un racket, là, mais c'était quand même non plus... C'était pas quelqu'un d'Immigration Canada, c'était un avocat en immigration qui venait, puis il rencontrait des Nigérians qui, un à un, voulaient venir immigrer au Canada. C'était brutal. J'ai trouvé ça tellement intéressant comme journée, parce que vraiment, tu sais, moi, j'étais assis là, puis là, lui, il était ici, puis il y avait, à chaque 5 minutes, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, puis il évaluait s'il pouvait les prendre comme cas, puis disait, est-ce que vous pouvez venir comme cas pour venir immigrer au Canada et tout. Là, il leur posait des questions de base, genre, t'as quel âge? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que t'as des diplômes? Puis, tu sais, t'en avais un qui arrive, puis tu te dis, le monsieur, il a comme... ingénieur, quand même un peu, tu sais, je veux dire, il a une bonne carrière, mais là, il dit, t'as 42 ans, t'es trop vieux, tu pourras pas, dans le système de pointage, ça fonctionnera pas. Après, il y en a un autre qui arrive, je le vois, tu sais, tu vois qu'il est pas super bien habillé, plus dans la cinquantaine, il a l'air un peu... Mais là, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis fermier. Ben des fermiers, on en a besoin au Canada, vous avez une excellente chance de venir. Puis là, j'étais comme, OK, non, attends, là, les paradigmes sont tellement différents, tu sais. Un autre monsieur qui arrive aussi, encore dans la quarantaine, il a l'air éduqué et tout, fait que je me dis, lui, il va lui dire qu'il est trop vieux. À la fin, il dit, est-ce que vous auriez comme $1 million à investir au Canada? Le monsieur dit, oui, moi j'ai ça en fait. Donc, OK, parfait, il y a une voie pour vous, tu sais. Donc, c'est comme, ça part dans toutes les directions, l'immigration. Mais après, il y avait un médecin aussi. Évidemment, le médecin, lui, c'était, tu sais, c'est l'autoroute super rapide pour venir. À condition de reconnaître ses compétences, son diplôme et tout ça. Évidemment, oui. Non, il y aurait des équivalences à faire, mais ça, c'est un truc aussi dont on parle pas, tu sais. Mettons, moi, je suis pour l'immigration. Mais si j'étais contre l'immigration, un argument que je prendrais, c'est de dire on nuit des fois à ces pays-là. Parce que le Nigeria, c'est pas un pays qui est super riche. Le médecin là, qui a formé pendant 5 ans, qui coûte extrêmement cher à former, puis qui après ça vient au Canada, tu sais, en tout cas, récemment, je ne vais pas leur donner des arguments pour rien, mais c'est quand même
une réalité. Tu sais, la fuite des cerveaux, ça nous sert à nous d'abord. Oui, c'est vrai. C'est un bon point. Ouais. Récemment, nos médecins s'en allaient en Ontario. On s'est fait voler. Oui, c'est une autre affaire. Ah bon. Okay. Tu t'évoquais ton frère tantôt. Bon, je connais pas les deux, mais je connais Frédéric Lavoie qui roule aussi sa bosse depuis longtemps. C'est une bébête comme toi, comme journaliste indépendant. Il a vécu en Inde où il avait été mon guide pendant une journée. C'était quand même spirituel ou un guide réel? Physiquement, je dirais. Il y avait des jeunes enfants, les miens. Il était bon, je l'avais trouvé bon. Je sais pas s'il s'est reproduit depuis, bon. Mais je l'avais trouvé très habile, meilleur que moi en fait. Fait que c'est ça. Il avait été arrêté en Biélorussie, ça avait fait les manchettes, il avait été à Tout le monde en parle. C'est le même qu'on l'a connu. Il est arrivé après cette expérience-là. Et comme toi, je pense qu'il a levé le nez sur une job payante et un gros fonds de pension pour aller ailleurs. Vos parents doivent capoter. Ils nous ont toujours suivis là-dedans. Ouais. C'est ça qui fait que je pense qu'on a cette liberté-là aussi. Tu sais, ils n'ont jamais mis de pression. Là. Mes parents, demain matin, je leur dis, je deviens boucher. Ils sont bien contents pour moi. Là, puis, ils nous ont jamais jugés non plus là-dedans. Fait que non, ils sont contents là, que je sois plus dans des pays compliqués, là, je pense. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Tu peux couper un doigt comme boucher, mais je veux dire, vous allez quand même pas les deux à Cancun et à Puerto Vallarta. Vous allez dans des endroits où ça brasse, des pays chauds, où il y a une grande tension, ça peut être dangereux. Fait que pour des parents, j'en suis maintenant dans cette secte, ça doit être hyper stressant pour eux autres. Oui, puis aussi, des fois, on est un peu maladroit. Par exemple, moi, quand j'étais à Sanaa, il y a eu 3 mois où les Saoudiens nous bombardaient presque chaque nuit. Puis j'essayais d'expliquer à mon père la distance entre les bombardements puis ma maison. Puis là, j'étais comme, papa, c'est comme à Chicoutimi, c'est la distance entre la maison puis le Costco. Puis c'est super loin, tu sais. Puis il était comme, ben non, Jasmin, c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas là, ça se marche. T'as eu l'effet inverse cette journée-là. Vous avez écrit, toi et ton frère, un livre qui s'appelle Frère ami, frère ennemi chez Somme Toute. C'était quoi dans le concept? C'était une correspondance entre vous deux? Oui, c'est à l'époque justement du Pakistan. Moi, j'étais journaliste au Pakistan. Mon frère était journaliste en Inde. Les deux pays, on les appelle les frères ennemis parce que ils partagent une histoire commune. Physiquement, ils se ressemblent. Ouais. Ils mangent les mêmes affaires, ils parlent la même langue. L'ourdou puis l'hindi, ça se ressemble. Bon, il y a d'autres langues de parler, mais quand même, ils ont toutes ces références culturelles et historiques communes. Pourtant, ils se détestent, ils ont chacun une arme nucléaire. Et puis, il y a souvent des conflits, entre autres la dispute pour le Cachemire. Mm-hmm. Mais nous, on était les frères amis là-dedans, c'est-à-dire qu'on s'est envoyé des correspondances sur nos aventures journalistiques pendant 1 an de chaque côté de la frontière pour justement parler de nous, parler de ce qui nous unit, mais aussi parler de ce qui unit et désunit ces deux pays-là. Oui, c'est quand même un concept et un beau souvenir pour vous autres aussi, cette correspondance-là, c'est formidable. Oui, vraiment, mais tu sais, tu as écrit des livres aussi au Québec, là. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça plus... Ah oui, on fait pas ça pour l'argent. Mais, oui, mais moi, je tiens à dire, je pense que tu étais au Pakistan, ou t'étais-tu à Londres quand j'étais dans mon voyage en Asie? Nigeria. Et on était sur le même fuseau ou pas loin, parce que c'est là qu'on a eu notre meilleur bonding. Ouais. On s'écrivait beaucoup. On se parle jamais sinon, mais là, dans ce temps-là, on dirait qu'on était... J'imagine mon petit rond vert était tout le temps on parce qu'on était sur les mêmes plages horaires. Mais je trouvais ça cool. Je trouvais ça le fun, notre petite correspondance. Bon, tu m'as envoyé beaucoup des photos de ton pénis. Ça, je t'ai dit, j'étais contre. Oui, c'est ça. C'est vraiment mon genre, ça. Oui. Non, mais sérieusement, c'est il y a quand même quelque chose qui unit, non, dans l'exil. Puis après, sérieusement, moi, ce que toi, t'as vécu, je l'imagine même pas. C'est comme une autre affaire avec toute ta famille en Inde. Ça devait être... T'en as-tu parlé un peu dans tes podcasts et tout ça? Non. Parce que c'est toute une affaire. Là. Est-ce que tu étais constamment en déplacement ou tu t'arrêtais comme un mois? 3-4 jours. T'as fait combien de temps? Écoute, j'ai pas fait. Moi, on a juste fait 1 mois en Inde. J'ai pas été longtemps. J'ai fait l'Asie. Mais j'ai été 3 mois en Inde, moi, avant, plus jeune. OK. Mais t'as bougé en Asie pendant l'année au complet. Oui, c'est ça. On a fait plein de pays. T'as fait quel autre? Laos, Cambodge, Sri Lanka. T'as fini au Japon? Indo, Japon. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, écoute, c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie à ce jour. Il n'y a rien qui toppe ça. Non, parce que ça te transforme, non? Ben, c'est surtout, mais un jour, là, quand mes enfants se crissent de moi, ils sont rendus plus vieux, je les vois plus, là. Fait que j'aurais figé le temps pendant 6-7 mois, une fois dans ma vie avec eux autres, puis on l'a refait en Amérique du Sud. Fait que, moi, ces moments-là, rendu là, il peut arriver n'importe quoi. Mes enfants, on peut se perdre. Ils peuvent venir obligés 1 fois par semaine, un jour me voir. On a fait ça. Fait que, ça, c'est plus important qu'une job. C'est plus important que tout. Ouais. Est-ce que ça a transformé tes enfants? Parce que, nous, mettons,
ben, peut-être moins moi là, au début, mais ma personnalité est encore en formation quand j'ai commencé à voyager, puis ça m'a transformé à plusieurs égards. Mais je sais pas si... Mon gars, il veut partir au Népal, tout ça. Là, mon gars, il est rendu à 17, il ramasse ses sous, il part 1 an. Fait que là, il finit son cégep, il part 1 an avec son sac à dos, puis je sais qu'il va le faire. Lui, il a pogné à piqûre, ma fille moins. Mais c'est ça, ma fille était plus petite. Après, c'est vague, ça se rappelle, de la crème glacée. Puis en Inde, il y avait beaucoup du blé d'Inde, un peu partout. Ça, la bouffe de rue, ça l'a marqué. Mais le côté voyage, mon gars, il a capoté. Il a pogné de quoi. C'est un élan pour lui. Oui, lui, il va voyager toute sa vie, c'est sûr. Puis il est full débrouillard, il négociait. C'est le fun de négocier en voyage. Là. Mais lui, il a pogné ça. Tu commences ton prix, il dit un prix, tu y vas à quelque chose de dérisoire. Puis là, comment tu ris de moi, tu peux pas faire ça. Mais c'est le jeu de la négociation. Lui, il a aimé ça. Fait que ça, c'est cool. Wow. Mais là, arrête de prendre notre entrevue en otage. Je te ramène avec le fait que là, t'es ici, là, au pays. Est-ce que c'est officiel? Je sais que je te cite, là, dans une entrevue que tu as accordée en 2024 à Radio-Canada Saguenay, tu te dis « Un truc très important dans ma vie, c'est le mouvement. » Et là, tu cites ensuite un philosophe grec, j'ai été impressionné, qui dit qu'on se baigne pas 2 fois dans la même rivière. Mais toi, t'es-tu en quête de stabilité, là, aujourd'hui? Non, je suis pas en quête de stabilité. Le mouvement va toujours faire partie de ma vie, c'est certain. Je pense que je suis peut-être un peu plus en quête de confort. Parce que c'est ça, tu sais, les pays que j'ai fait, là, back à back, j'ai fait Pakistan, ensuite j'ai fait Niger, Nigeria, Yémen, Jordanie, puis là, je viens de finir avec le Congo. OK, c'est sûr que, tu sais, je suis pas déçu là, d'avoir mon petit cappuccino au lait d'avoine ici à Montréal dans le café, là, tu sais, mais ceci dit, tu sais, ma copine est entre Paris puis Montréal, fait que je vais beaucoup être entre Paris et Montréal, je pense, dans la prochaine année, par exemple, ou dans les prochaines années. Ouais. Mais j'ai le goût de revenir ici, c'est ça, m'installer, si on veut, là, ça va être... Ouais. J'imagine qu'en 2026, survivre comme journaliste indépendant, ça doit pas être non plus si évident que ça. Tu le sens-tu, ça, l'espèce des portes qui se ferment, qui étaient plus grandes ouvertes avant? Je suis vraiment content que tu m'amènes là-dessus, Hugo, parce que je sais même pas si, en ce moment, je peux dire que je suis journaliste, par exemple. Je sais pas trop ce que je suis. J'ai envie de faire du journalisme. Ça, c'est certain. Mais je pense que le modèle en ligne, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, parce que, sincèrement, je trouve que les gens sont là. Donc, c'est là que j'ai envie d'aller. Puis je trouve aussi, on n'en parle pas assez, mais le storytelling en ligne est super, super le fun. Là. C'est-à-dire, tu peux partir d'un truc qui est tellement niche, qui serait beaucoup plus difficile à vendre dans un média traditionnel, puis ensuite tu pars, tu sais, puis je vais vous parler pourquoi une montre est en train de révolutionner le Nigeria. C'est pas un vrai sujet, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui peuvent te suivre avec ça. Puis donc ça c'est une chose, le storytelling en ligne. Ensuite, quand je te parle, je ne peux pas me qualifier de journaliste en ce moment. Ben d'abord, je ne peux pas me qualifier de grand-chose, parce que je n'ai pas fait grand-chose encore. Là. Je reviens, puis je suis juste freelance, puis j'ai envie de faire du storytelling en ligne sur les affaires internationales. Mais c'est juste que le modèle est à définir encore. On n'a pas été capable de prendre le modèle traditionnel, puis de l'emmener en ligne, puis que les gens nous suivent. Puis évidemment, là, c'est ça. Elle explique, là, tout le monde parle d'elle. Là. Moi, j'ai commencé un peu à regarder aussi ce qu'elle faisait. Au moins, elle a l'audace d'essayer d'aller rejoindre les gens là où ils sont. Je suis d'accord. Puis le modèle n'est pas parfait, c'est vrai. Puis je pense qu'elle serait le premier à le dire. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a retiré son titre de... Je pense qu'elle se définit plus comme journaliste. Non. Ceci dit, moi, je pense que ce qu'elle fait, c'est en grande partie du journalisme. C'est juste qu'il y a des limitations à ça. Elle se fait critiquer. Là, tu fais écho aussi. Il y a eu des critiques récentes là-dessus parce qu'elle est sponsorisée par un paquet d'affaires. Donc, elle fait du contenu commandité. Mais je loge à ton enseigne là-dessus. Moi, je pense que je salue le courage de quelqu'un qui essaye de quoi et qui est assez transparente aussi dans sa démarche. Fait que, tu sais, elle cache pas non plus. Elle fait pas de cachette sur ses annonceurs. Par contre, peut-être ce qu'on lui reproche, c'est cette espèce de est-ce que ça peut devenir un conflit d'intérêt si... Mais c'est sûr. Mais bon. Mais c'est vrai, puis c'est sûr, parce que, tu sais, quand nous, on était à la presse, là, je veux dire, il y a un annonceur qui arrive. Nous, on n'est jamais au courant de ça. Puis on fait nos affaires, on écrit nos articles, puis après ça, on ouvre la presse plus, puis on voit qu'il y a tel annonceur. Alors que dans le format en ligne, c'est différent parce qu'effectivement, tu es en contact avec les annonceurs. À la limite, au départ, peut-être plus tard, quand ton truc devient plus gros, un peu moins. Mais en attendant, non. Donc, je comprends. Je comprends, mettons, les journalistes classiques d'être fâchés contre ça parce que c'est vrai que c'est pas la même éthique puis c'est pas la même chose. Ceci dit,
je veux dire, la foule est rendue là-bas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton coin puis t'attends, ou tu vas les voir puis tu essaies de trouver des ponts puis ensuite de bâtir ton affaire. C'est intéressant. C'est ça que je pense. Donc, de toute façon, moi, je suis pas là du tout. Là. J'ai 5000-ish abonnés sur Instagram, mais c'est clair que je me pose des questions là-dessus, puis je suis à la recherche d'un modèle qui va me permettre d'avoir une indépendance. Peut-être, ceci dit, comme moi je parle d'international, un jour peut-être que le problème va moins se poser. Parce que, tu sais, je veux dire, Beneva, il pourrait bien annoncer avec moi si mon projet fonctionne. Oui. D'ailleurs, c'est pas sûr que ça fonctionne, là, mon affaire, on va voir. Mais, tu sais, je suis moins un peu en conflit d'intérêts quand tu parles d'international. Exactement. T'sais. On va y revenir à ton projet. Je vais juste finir. C'est intéressant la porte que tu ouvres sur Alexplique, parce que moi, dans le fond, ce que je peux reprocher à Alexplique, c'est qu'elle est partie, elle a voulu créer un modèle à l'extérieur des médias traditionnels en utilisant les médias traditionnels pour alimenter sa nouvelle bébite. Fait que, dans le fond, elle puise dans le média traditionnel. Fait que, elle génère pas du contenu original avec des histoires, des entrevues. Elle le fait un peu, mais moins. Fait que c'est peut-être l'affaire que moi, je trouve que finalement, tu prends quand même les médias traditionnels pour vulgariser. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est que il y a beaucoup de monde qui la suivent. Il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui n'auraient jamais eu accès à aucune de ces histoires-là sans elle. Puis dans toute la merde qu'il y a sur les réseaux sociaux, si tu as une personne qui parle, qui vulgarise quelque chose à sa sauce puis qui met sa face beaucoup dedans, c'est peut-être... mais en même temps, qu'il l'explique, pourquoi pas? Puis aussi, tu penses pas qu'on oublie l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire on voit journaliste traditionnel contre journaliste en ligne, mais la réalité, c'est que... peut-être pas, puis moi non plus, je pense pas qu'on va être en compétition nécessairement contre la presse. On est peut-être plus en compétition aussi contre l'algorithme TikTok qui te pousse des vidéos de chats puis de 100%. chiens. C'est ça aussi maintenant. Donc, si on est capable au moins d'informer, puis il est là pour moi le combat virtuel. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ça, il y a de la place pour tout le monde. Et on s'abonne pas à l'Explique, puis il reste plein d'autres affaires palpitantes. Abonnez-vous à moi, là, plutôt. Et à toi. Justement, à toi, moi, je suis dans un média quand même... il est indépendant, il est alternatif, mais c'est un vrai... j'ai pas une game sur les réseaux encore. Bon, ils pensent tout ici. Tout le monde essaie de faire de l'explainer d'ici, puis c'est sûr que c'est inspirant quand tu vois Alexplique qui fonctionne à ce point-là. Hugo Décrypte qui arrive et tout ça, des Farnell, c'est sûr que là, ça donne un coup de pied dans la ruche aussi du journaliste traditionnel un peu poussiéreux, qui a une introspection à se faire aussi. Parce que je trouve que les journalistes traditionnels qui condamnent Alexplique devraient aussi se regarder un peu. Il y a quand même il y a des leçons à tirer de ce succès-là. En si peu de temps aussi. Ça brasse dans le monde, Jasmin. Depuis le 4 janvier, tu as publié 3 vidéos vulgarisant ce qui se passe au Venezuela, en Iran, avec le Groenland. Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Je te parlais de la guerre en ligne. Pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des milliardaires qui contrôlent nos plateformes, puis qui visent le profit. Et en visant le profit, c'est les extrêmes qui gagnent. Ça se radicalise en ligne, on le voit, là, tu sais. Ouais. Puis donc, moi, c'est ce combat-là que j'ai envie de mener. C'est-à-dire que j'ai envie de faire partie de l'équipe de ceux qui essayent d'emmener un peu de doute, d'emmener un peu de juste milieu, puis, comme je te parlais, d'une approche qui est journalistique aussi. Fait que ça, c'est une de mes motivations, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est de bâtir une communauté de gens qui ont envie de ça aussi, qui ont envie d'entendre parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde. On est quoi? On est 8 ou 9 millions au Québec? Ouais. Il y a 1000 fois plus de gens qui habitent à l'extérieur du Québec. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ouais. Une autre des raisons qui me motivent, au Québec, il y a plus de chroniqueurs de politique américaine que pour parler du reste du monde. Oui, ça, c'est sûr. Puis je comprends d'où ça vient. Surtout ces temps-ci, je dirais. Oui, on s'entend, c'est normal. C'est le plus grand partenaire, bon. Mais il y a aussi tout le reste de la planète qui bouge. Il y a un monde, il y a une marche du monde en cours. Puis j'ai envie de parler de ça aussi. Puis c'est un terrain qui est quand même pas exploité. Fait que t'as trouvé une niche qu'il n'y a pas grand monde a. Fait que ça, c'est là-dessus, c'est un bon flair aussi. Ouais. Je sais que t'es pas un opportuniste, mais je pense qu'il y avait un vide à combler à l'international. Ben j'espère. On verra si les gens ont envie de me suivre là-dedans. Là, c'est très embryonnaire comme truc, mais moi, j'y vais à fond. Là. Moi, je suis sérieux là-dedans, puis c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est bon. Moi, j'ai écouté les 3. Il y en a juste 3. C'est bien vulgarisé. Ça résume bien. J'ai compris le Groenland alors que j'avais pas compris. Quand t'expliques aussi
aussi avec les espèces de vieux traités sur la souveraineté d'un territoire, puis comment ça fonctionne, et que c'est le citoyen, tout ça, parce que ça va au-delà de la peur irrationnelle un peu de, il va aller saisir le Groenland, mais là, t'expliques un peu. Et je trouve que c'est pas alarmiste, c'est pas sensationnaliste, et t'as des bonnes critiques, là. Je veux dire, dans tes commentaires, il y a beaucoup de monde que je connais qui sont des gens très critiques des médias, qui ont l'air à avoir trouvé une niche chez vous, parce que je les ai vus, ces gens-là, partager tes trucs. Fait que je me suis dit, bon, OK, c'est l'ami des woke. Non, c'est une joke, mais semblant que t'es pas show-off de nature, ça m'a quand même... j'avoue que ça m'a étonné au début de te voir dans un format de même, parce que tu mets pas ta face à grand place, là. Ça m'a étonné aussi. Ouais. Ça a été, je te dirais... la chose la plus difficile dans tout le processus qui s'est amorcé, sincèrement, il y a 1 an au moins. Ouais. Ça fait 1 an que je réfléchis à ce truc-là. Puis que je sens que, mon temps dans les zones de conflit était passé. Tu sais, j'avais envie de faire autre chose. Puis là, je me demandais comment j'allais le faire. Puis j'ai réfléchi à mon affaire, mais effectivement, j'ai pas cet ego d'être vu. J'ai pas ça, sincèrement. Je pense que plus tôt dans ma carrière, j'aimais ça avoir un byline dans des grands médias et tout. Là, j'étais vraiment fier. Mais une fois que ça s'est passé, à un moment donné, t'es comme, je sais pas, là, tu le fais, puis that's it. Ouais. Mais je pense que c'est Marie-Claude Bocage qui m'a dit ça récemment. Elle a dit, Jasmin, t'as l'ego de communiquer, par exemple. Puis ça, je pense que c'est vrai. T'sais. Ah, c'est bien dit. Ouais, fait que c'est pas moi qui l'ai dit non plus, c'est elle. Mais donc, je pense qu'il est là, en fait, le shift dans ma tête. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, si ça prend ma face pour être capable de communiquer puis amener des idées que je trouve qui sont importantes puis des sujets aussi, je vais le faire, tu sais. Ouais. Mais non, je suis pas... À la base, je n'étais pas super à l'aise avec ça, de me voir, tu sais, puis là, bon... Enfin. C'est bien fait, la durée est bonne aussi, tu sais, je pense qu'il y a comme tout un art là, dans ces vidéos-là, puis le contexte surtout, tu sais, comme on parlait de l'explique, mais Hugo décrypte tout ça, je pense que t'arrives à un moment où, oui, tu sais, dans le fond, ça devient une forme de journalisme, tu sais, qui peut-être de demain, tu sais, les gens vont s'attacher à une personnalité plus qu'à une histoire. Ça, j'y crois, par exemple. Je pense que c'est par là qu'on s'en va, tu sais, surtout, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais je pense que ce qui va rester... Espérons-le, beaucoup de médias traditionnels aussi, parce que, je veux dire, c'est eux qui vont à la source. T'en as fait du terrain aussi beaucoup, là. T'en fais encore, d'ailleurs. Mais, tu sais, c'est de là que ça part, là. Moi, je suis pas l'AFP, là. J'ai pas des journalistes, j'ai pas comme 180 ou je sais pas combien de milliers de journalistes à travers le monde dans les endroits les plus remote de tous les pays les plus compliqués. Tu sais, eux, ils ont vraiment ça. Fait que ça prend ça encore, puis il faut que ça reste. Mais c'est juste que je pense que ce que je reçois, en tout cas, tu sais, en ligne, c'est beaucoup... On a envie de te faire confiance puis de te suivre là-dedans. Puis je pense que c'est ça aussi maintenant, les gens que je suis. D'ailleurs, moi, je suis pas grands influenceurs au Québec. Tu sais, je regarde plus ce qui se fait ailleurs. Ouais. Je pense que ça s'en vient aussi ici. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait le move. C'est que je pense que le marché est en train de s'agrandir en ligne ici. Je pense que de plus en plus, les gens ils ont envie de ça, de se faire informer par des gens en qui ils ont confiance puis en qui ils respectent l'opinion. Tu sais, je sais pas si je vais réussir, mais c'est ce que j'aspire à devenir. On va inviter les gens à aller voir ce que tu fais sur ton compte Instagram. En attendant, tu sais, parce que c'est quand même des sujets inquiétants pour beaucoup de monde. Si ça te dérange pas, on va les décortiquer un peu, les 3 vidéos que tu as fait. Tu sais, bon, d'abord, l'Iran qui retient beaucoup d'attention présentement. J'aime aussi la transparence. Tu sais, t'amorces ta vidéo en disant la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est pas d'hier que des soulèvements ou qu'il y a de la pression, mais là, il y a un contexte qui fait que il y a une incertitude totale, là. Oui, c'est ça. Puis, en fait, ma motivation, elle vient du récit qui est offert dans les médias traditionnels où on dit, en gros, le régime va tomber demain matin. Mais je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Puis, je comprends d'où ça vient parce que c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche de voir le régime tomber. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il tombe, mais c'est juste, ça se peut aussi qu'il reste le régime parce que ce qu'on voit, c'est quoi? C'est l'ayatollah Khamenei, il est prêt à absolument tout pour rester là. Je pense pas que c'est du genre à s'enfuir. Sincèrement, on verra. Peut-être que même au moment où ça sera diffusé, il aura quitté vers Moscou. Mais je pense que c'est plus du genre à rester là dans le pays. Puis, tu sais, il n'y a pas l'air de ça. Puis aussi, je pense qu'ils sont prêts à absolument tout pour rester au pouvoir. C'est-à-dire, s'il faut tuer 10, 20, 30 000 personnes de leur population, je pense qu'ils vont le faire. Ceci dit, ça se peut aussi que les Américains décident de se mettre de la partie, puis là, on est ailleurs. Je pense qu'effectivement, le régime peut tomber. Le peuple iranien ne veut pas vraiment ça. Ils aimeraient ça se libérer eux-mêmes. Oui, mais je ne sais pas s'ils vont être capables. Okay. Je ne sais pas. Hein? À voir, parce que ce que je disais dans ma vidéo, c'est
faut regarder du côté de qui ont les armes, de ceux et celles qui ont les armes. Puis ça, c'est l'armée régulière, mais c'est aussi les soldats de la Révolution. Donc, s'il y a une faction de ça qui décide de se rebeller, ben là, on est ailleurs. Mais pour l'instant, ils suivent encore les ordres. Puis donc, tant que ça arrive, ben, ce qu'on voit, c'est juste énormément de gens qui meurent. Je pense pour ça que soit peut-être une intervention américaine va venir changer un peu le cours des choses, mais c'est pas fait encore. Puis aussi, l'autre chose que je veux dire là-dessus, c'est toujours, il faut se méfier de ce qui peut venir après. Moi, je pense que ça peut quand même pas être pire que ça, là, parce que c'est vraiment un des pires régimes au monde, là. Ça, c'est certain. Sauf que ce que j'entendais beaucoup, par exemple, je regardais des commentateurs français qui disaient « Oui, mais la majorité de l'opposition est laïque, est démocratique, donc ça va bien aller. » Je sais pas, tu sais. Une fois qu'il y a sur papier, puis après ça, il y a dans les faits. Une fois que le régime est tombé, qu'il y a une instabilité, qu'est-ce qui va se passer pour de vrai? Le fils du Shah d'Iran, tu sais, le prince héritier, lui, en ce moment, il dit les bonnes choses, mais on connaît pas pour de vrai quelle est sa réelle valeur, puis à quel point il est populaire à l'intérieur des frontières du pays. Et deux, une fois qu'il est là, disons qu'il prend le pouvoir, est-ce qu'il va vraiment dire ce qu'il fait ou est-ce qu'il va pas non plus prendre une tendance qui est plus autocratique? Tu sais, c'est très difficile je trouve, de se prononcer là-dessus. Puis c'est juste que notre cerveau a besoin de réponses des fois. Donc, c'est pour ça que c'est ça. Il y a des gens qui vont plus loin. Surtout que là, les réponses sont difficiles à avoir de là-bas. On dirait que le pays est plongé dans le noir. Ils ont coupé Internet. C'est un régime qui est connu pour la répression, pour la torture. Pourquoi tu penses que là, tu sens on a l'impression que c'est un peu plus la bonne, là, que ce régime-là pourrait tomber maintenant? Il y a un contexte qui est plus favorable? À l'international, surtout, avec le Hezbollah qui est affaibli au Liban, avec Bachar al-Assad qui a quitté la Syrie. Qui sont des alliés historiques. Des alliés régionaux. Ouais, en fait, ils étaient financés surtout par l'Iran, avec les bombardements américains puis israéliens qui font que l'Iran ne contrôle plus non plus son espace aérien. Pour moi, c'est des raisons qui font que le régime est affaibli. Donc, il y a ça. Puis, c'est ça, il y a le contexte à l'intérieur du pays, parce que c'est l'économie. C'est pour ça que je parlais autant de l'inflation, parce que, je veux dire, c'est quand même vraiment fou, là, le niveau d'inflation dans le pays. 42% juste pour le mois de décembre, ça veut dire que ton panier d'épicerie à 100$ est à 142 à la fin du mois, tu n'as pas plus d'argent dans tes poches. Puis ça, c'est le genre de choses, je trouve, qui fédèrent beaucoup une partie assez large de la population. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant aussi parce que t'expliques, moi, je ne savais pas que ça avait commencé dans le bazar de Téhéran, ce conflit-là, pas mal. Puis c'est ces informations-là que toi, tu peux avoir. Là. Le temps file, malheureusement. On va aller au Venezuela rapidement. Je pense que tu l'avais prédit. Tu étais tout un matin, le 23 décembre. Tu jouais les prophètes en observant la hausse des tensions qui existait déjà, mais c'était plus le blocus des navires à ce moment-là. Et prophétique, tu avais dit, je te cite, les États-Unis cherchent à faire tomber le gouvernement vénézuélien pour mettre quelqu'un de plus proche. Puis tu évoquais à ce moment-là le prix de la paix, le prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qui n'est pas arrivé là, dans ce cas-ci, mais quand même, on le voyais venir. On le voyait venir, il y avait cette tendance-là, mais je pense que ce qui a surpris tout le monde, c'est de voir l'audace du président américain, là, de dire, je vais prendre mes SEAL teams, je vais prendre mon armée, puis je vais juste aller le kidnapper, puis l'emmener aux États-Unis. Ça, je pense pas que personne s'y attendait. Non. Mais puis pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que ça veut dire sur le droit international, puis les répercussions à moyen et long terme. Et j'aime que dans tes vidéos, tu poses des questions, tu sais, comme dans celle-ci, tu dis, est-ce que c'est la fin de certaines règles dans le monde? Puis c'est vrai que si ça se fait maintenant, on dirait que ça légitime peut-être la Russie avec l'Ukraine, la Chine avec Taïwan, et le rôle un peu d'arbitre là, des États-Unis, qui est comme c'est peut-être un peu la fin de l'hypocrisie. C'est la fin de l'hypocrisie, je pense. En tout cas, je sais pas si c'est la fin, mais pendant le passage de Trump, clairement, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'avant, en Irak, par exemple, on disait... Ah oui, on vient parce que... La démocratie. Oui, il y avait d'autres choses, les armes de destruction massive et tout ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on disait quand même, on va aussi instaurer la démocratie et tout ça. Là, il fait pas semblant, Trump. Là. Il est comme... Jour 1, il disait... Je veux aussi leur pétrole. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça, mais je pense que c'est ça. Le problème, c'est plus à moyen et long terme, parce que c'est les règles du jeu qu'on s'est données il y a assez longtemps, à la création des Nations Unies, voire même un peu avant, tu sais. Mais c'est comme, si plus personne respecte ces règles-là, on revient à l'état de chaos.
originelle du monde, j'ai envie de dire, parce que c'était comme ça avant aussi, on l'oublie, mais avant, c'était ça, là, les rois, les empires, moi, je veux ce territoire-là, ben, je vais juste aller l'envahir, puis on verra après quelles sont les conséquences. Puis là, on s'est donné des institutions qui disaient, ben non, il y a une souveraineté territoriale, puis on peut pas juste envahir un autre pays comme ça, il faut avoir un mandat des Nations Unies, il faut avoir des vraies règles en place. Puis c'est pas parfait, hein, c'est quand même imparfait, mais c'est juste quand t'as le plus grand joueur qui respecte plus les règles, celui qui était supposé aussi être le shérif, puis disait, non, toi, t'as pas le droit de faire ça, toi, t'as le droit de faire ça, ben tout le monde le fait. Puis il y a tellement de conflits dans le monde dont on parle pas, mais qui existent aussi à cause de ça. Juste au Congo où j'étais à l'Est, ben, c'est ça aussi. C'est quand même un peu en partie le Rwanda qui vient avec des proxys, avec le M23, puis en tout cas avec des groupes à l'intérieur des frontières, vient chercher les minerais au sein du Congo. Donc, c'est ça. Ça se fait ailleurs aussi dans le monde. On en parle moins, mais eux, par exemple, ils sont sanctionnés au Conseil de sécurité. On va dire, non, le Rwanda, vous n'avez pas le droit de faire ça. Moi, j'ai regardé la déclaration de Guterres après le Venezuela et il ne condamne pas directement Trump. Il dit « Je suis très préoccupé, je pense que ça va amener des problèmes, il faut respecter le droit international. » Donc, tu vois quand même que le ton n'est pas le même du tout. Oui, c'est ça, il se garde une petite gêne. Ouais. Tu m'as appris beaucoup de choses dans la vie, notamment l'amour, mais tu m'as appris... Je ne savais pas, moi, l'histoire de la mélasse puis du pétrole. Dans le fond, c'est que aussi, il y a tout cet enjeu-là du pétrole qui est de moins en moins du grand complot. C'est assez concret que les pétrolières américaines vont aller au Venezuela. C'est une des plus grosses réserves, sinon la plus grosse réserve au monde, de pétrole lourd. Donc, une texture qui fait en sorte que les entreprises américaines sont habilitées, sont outillées pour extraire ce pétrole-là. Je dis n'importe quoi ou c'est pas mal ça? Non, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est intéressant aussi de savoir ça. Oui, tu m'as appris ça. Puis, tant mieux, mais c'est aussi les répercussions pour le Canada à moyen terme, parce que nous aussi, on a ce type de pétrole-là, de la mélasse. Donc, pour l'instant, ça va bien. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'ils voulaient Ah non, les pipelines, je pense que c'était pour l'Asie, pardon. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de l'acheminer aux États-Unis, puis ça nous donnait un certain pouvoir de négociation sur les États-Unis là-dessus. Mais là, si les États-Unis reprennent le pétrole du Venezuela. Ils auront peut-être moins besoin aussi d'une autre. Donc, ça aussi, ça nous affaiblit un peu quand même. Ceci dit, effectivement, moi, cette nuance-là, je l'ai appris aussi récemment. Je ne le savais pas, mais le pétrole vénézuélien est donc de la mélasse et les raffineries aux États-Unis, c'est aussi fait pour ça, même si en sol américain, c'est surtout comme du champagne et du pétrole un petit peu plus léger. C'est ça. On n'aura pas le temps de passer sur le Groenland, mais allez voir la vidéo, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est tout le côté, on a l'impression que des fois, ça peut se jouer comme à risque ou à Monopoly, mais il y a des règles. Fait que, dans le fond, tu poses la question, est-ce qu'on peut acheter ça, un pays ou un territoire? Et tu y vas avec des textes de loi et tout ça. Donc, c'est très intéressant. Je vais te demander, parce qu'on achève, est-ce que, moi, j'ai la chienne. Tu sais, genre, j'ai jamais eu ça. Peut-être que ma mère a vécu ça dans le temps de la guerre froide. Il y avait des alertes à la bombe, ils se cachaient en dessous de leur bureau, tout ça. Moi, présentement, j'ai une genre de petite boule quand même permanente de ça va pas bien. Est-ce que la fin est proche, Jasmin? Tu sais, quand je suis parti pour la première fois là, de la presse en 2015, je partais dans un monde, tu sais, c'était encore Obama qui était au pouvoir, la faim reculait dans le monde, plusieurs maladies aussi reculaient dans le monde. Puis quand je suis arrivé à Londres, Brexit. Après, il y a eu aussi Trump. Puis j'ai l'impression que mon expérience à l'international, ça a été de voir ce monde-là aussi un peu, j'ai pas envie de dire s'effondrer, mais du moins reculer sur plusieurs enjeux qui, pour moi, sont très importants. T'sais. La pauvreté était en recul dans le monde, mais je pense que là, on est revenu de l'autre côté du balancier. Il y a énormément aussi de maladies qu'on voit réapparaître maintenant. J'ai terminé ma carrière à l'international, du moins a priori, aux Nations Unies, alors que ce qu'on faisait, c'était couper 341 postes au sein de la mission de paix des Nations Unies. Il y a un recul dans l'engagement des institutions internationales. Il y a de moins en moins d'argent qui est donné non seulement aux humanitaires, mais aussi aux missions politiques des Nations Unies. Les gens se réarment, les pays se réarment. Tu sais, c'est ça qui se passe en ce moment, là. Donc, je pense pas que c'est la fin du monde. Je pense que chaque génération, chaque moment...
chaque génération a ses défis aussi à l'international, puis le monde est en constante évolution. Ceci dit, nos défis, ils sont quand même assez majeurs. On n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, on n'a pas parlé des changements climatiques. Qui parle encore de ça? C'est fou. Tu sais, il y a eu la COP récemment au Brésil. On en a à peine parlé. Est-ce que le fait de te promener beaucoup, ça t'aide à relativiser? Wow. Est-ce que c'est plus épeurant de l'extérieur quand t'es chez vous puis tu sors pas bien? Peut-être. Oui, peut-être. C'est vrai, ça. Parce que je pense que, fondamentalement, le monde est moins bien organisé qu'on le pense. Ça, c'est ce que je pense, tu sais. J'ai vu des gens très importants, pas particulièrement impressionnants. Tu vois? Alors que j'ai vu aussi l'inverse, évidemment. Tu avais la perception que ces gens-là c'est ça, gèrent, peut tout contrôler. Finalement, c'est broche à foin. Ouais, c'est quand même broche à foin en général, le monde. Sérieusement, je trouve. Donc, même des pays, des fois, tu vas là et tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment... Il n'y a rien qui fonctionne. Ils sont très, très mal organisés, des choses comme ça. Donc, je pense que oui, ça m'aide à relativiser, c'est vrai. Je pense que aussi on a tellement vu de révolution qu'on est un peu perdu, puis tout va tellement vite, non? Tu sais, on a eu le téléphone, on a eu Internet, après ça, on a l'intelligence artificielle, comme ça arrête jamais, puis qui peut prédire si on va avoir une job dans 5 ans? T'sais, qui peut être sûr, dans 5 ans, moi, ma job, elle est certaine, à moins d'être peut-être plombier, là ça, je pense que t'es correct, là. Ouais. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tout change tellement vite. L'information est partout, puis en même temps, on ne sait plus à qui faire confiance. C'est vraiment dur, je trouve, de donner du sens à ce monde-là. Puis c'est ce que je veux faire aussi. Modestement, là, évidemment, là, je ne pense pas changer le monde, mais j'aimerais vraiment ça, essayer de donner des clés de compréhension aux gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe un peu plus autour d'eux autres. Une petite dernière. Tu es probablement la seule personne qui pourrait se revendiquer d'être citoyen du monde sans que ça me rende agressif. C'est où la maison pour Jasmin Lavoie? La maison, c'est là où est ma blonde, où sont mes parents puis mes amis. Ça se limite pas mal à ça, malheureusement. C'est-à-dire que oui, j'ai encore un attachement envers le Québec, ça c'est certain. Ceci dit, je pourrais très bien vivre dans n'importe quel pays. Si j'ai les gens que j'aime près de moi, ça va. OK. Ouais. Moi, je suis là-dedans. Ouais. OK. Non, mais tu sais, c'est comme... Je me rappelle d'être récemment dans une salle aux Nations Unies avec... tu avais tous les ambassadeurs de plein de pays, puis tu avais le petit drapeau canadien, tu sais. Ouais. Puis tu avais aussi ma chef, qui était une femme absolument extraordinaire, Bintou Keita, des Nations Unies, tu sais, qui s'exprimait. Puis là, j'étais comme, c'est où la maison, tu sais, là-dedans? Puis, bon, c'est vraiment quétaine, mais c'était les Nations Unies d'abord, tu sais, avant le Canada. Je me sentais plus comme un citoyen du monde, bizarrement. Puis j'haïs ça, dire ça, là, je m'haïs en disant, mais c'est vrai que j'ai... ce concept d'État-nation-là, pour moi, est un peu étrange pareil, tu sais. Oui, puis tu peux le porter, ce titre-là. Il y a beaucoup de citoyens du monde qui ont juste été comme une semaine au Honduras dans un voyage étudiant. Fait que t'es bien smart, merci d'être passé. Merci, Hugo.